Je vais vous faire une confidence, peut-être pas pour vous, mais on vit quand même un grand moment. Et merci à Jean-Pierre Burnier d'avoir rendu possible avec les équipes de la CRSA cette rencontre. Parce que même si pour certains ça paraît un peu anecdotique ou évident tout ce qui se dit, on est quand même au cœur des préoccupations de la CRSA, de sa sensibilité, et on parle vraiment politique à travers tous les témoignages, et des témoignages extrêmement forts, des analyses extrêmement fortes, et on voit à quel point la CRSA est enracinée dans cette réalité. On aurait pu quasiment faire une semaine autour de ces questions en sollicitant les unes et les autres pour convoquer leur expertise. Et puis on voit aussi, et on l'a vu dans l'intervention aussi de Pascal, comment la CRSA est attentive à ces expertises plurielles, qui sont à la fois celles du milieu associatif, des professionnels, de la société en général, mais également des personnes les plus concernées. Et ça a été évoqué tout à l'heure, dans les années SIDA, il y a eu l'émergence, en fin de compte, de ce qui va devenir la démocratie en santé. Mais c'était finalement un public qui était non représentatif de la diversité des situations de la maladie et du handicap. Et aujourd'hui, on voit à la fois que cette parole, elle a lieu d'être écoutée, elle est audible, elle est même écoutée au sens propre du terme, mais elle est porteuse d'une intelligence et d'une créativité très impressionnante. C'est pour ça qu'à la dernière université d'été, tu étais à Biarritz, notre thème, c'était précisément qu'est-ce que c'est cette expertise, sans démagogie, parce que tout le monde n'a pas une expertise, ça demande aussi un recul, une intelligence, une volonté de vouloir assumer des situations qui sont quelquefois délicates. Quand on est malade, c'est une chose. Quand on doit encore réfléchir à la maladie et réfléchir à la dimension politique de la maladie, c'est un engagement supplémentaire que tout le monde n'est pas à même d'assumer. Donc je trouve qu'on est vraiment dans un moment historique. Et je trouve que pour l'ARS Île-de-France, je serais tenté de le dire finalement à Nicolas Péju quand il arrivera, c'est une chance d'avoir une CRSA qui se met aussi dans le doute, finalement, du questionnement, en allant à la rencontre de positions qui sont à la fois extrêmement fortes et très évolutives. Pour cette dernière partie, nous avons un absent, et je le regrette, qui s'est excusé parce qu'il a, à travers les enfants du canal, à travers ce qu'il avait développé, à mon avis, une approche très juste de la vulnérabilité. On l'avait connu, il n'est pas mort, soyez rassurés, il n'est simplement que malade. On l'avait connu, vous savez, quand les Don Quichotte s'étaient installés à côté de Saint-Louis, donc à côté de l'espace éthique. Et donc on avait développé un partenariat, j'allais dire, de sens et de valeur avec les gens de la Maraude, qu'on va retrouver d'ailleurs demain soir dans une soirée spéciale qu'on consacre aux situations de la Maraude. Donc il s'excuse, et ça me permet de donner de suite la parole à Nadia, qui aura d'autant plus le plaisir d'intervenir. C'est important parce que tout à l'heure, ça a été évoqué, le lieu d'hospitalité, le cadre de vie, l'hospitalité à travers le souci de l'architecte de rendre possible une vie. Et souvent, j'ai entendu dans les interventions au sein de la CRSA cette importance accordée au cadre de vie. C'est-à-dire, le cadre de la vie, c'est aussi la vie digne ou pas d'être vécue. Et à travers le souci qu'on a du cadre dans lequel les gens évoluent, on a le souci de ce qu'ils sont en tant que personnes respectées et dignes. C'est pour ça que votre parole elle était importante au niveau d'une rencontre sur les droits de l'homme, et vous avez mis à l'entrée, les gens pourront consulter un document, à mon avis, intéressant. Merci d'être là, et la parole à l'architecture. Merci à vous. Je voudrais aborder avec vous deux champs. Un petit rappel terrain sur les 20 dernières années, et puis un peu de propositions actions dont le classeur se fera l'écho. Sur le retour terrain, typiquement, la profession du bâtiment, des aménageurs, que ce soit les commanditaires ou les architectes, souffre encore de l'absence de traitement correct de l'homme dans sa fragilité. On est toujours sur des programmes fonctionnels, mais on n'est toujours pas sur des programmes d'usage. Et j'aime à découper ce mot un petit peu avec le vocabulaire des oiseaux, les us et les âges. Donc, on ne sait pas encore dans ces métiers prendre en compte l'homme. On prend la règle en compte, on applique la règle, mais en dépit du bon sens, majoritairement, malheureusement. Donc, on a quand même, avec la loi de 2005, réussi à réintégrer l'homme au cœur du processus de conception et de réflexion. Néanmoins, aujourd'hui, on souffre encore de, je dirais, 90% de constructions qui sont réglementaires, mais encore inutilisables, parce qu'on n'a pas cette culture du besoin, de l'écoute, des attentes
des gens, des usagers, quels que soient leurs âges, leur situation socio-professionnelle, culturelle, etc. Donc si on avait déjà un premier progrès à faire à cette profession, c'est cesser de travailler sur des programmes fonctionnels et d'introduire ces fameux programmes d'usage qui n'existent pas encore suffisamment, puisqu'on a quand même quelques éveils de conscience qui commencent à y travailler, mais pas suffisamment. Autre chose qui n'est pas arrivée dans la profession, c'est la prise en compte des évolutions sociétales. Alors, pour la profession, quand vous leur dites ambulatoire, quand vous leur dites... alors, pardon, je vais utiliser des anglicismes, mais swap, donc coach, vous savez un peu ce que c'est, quand on va chez l'habitant squatter son canapé, quand on est touriste, eh bien, aujourd'hui, on détourne un peu ça avec le silver coach, quand on récupère papa, maman, grand-père, grand-mère, arrière-grand-père, arrière-grand-mère dans le salon, parce qu'on n'a pas les moyens de payer 3 maisons de retraite, parce qu'aujourd'hui, pour la première fois, grand bouleversement, on est 4 à 5 générations vivantes. Et ça exige de reconsidérer en profondeur les aménagements et les solutions à mettre en œuvre. On a aussi le divorce coach. Il se trouve que ça explose, et pas seulement chez les jeunes. Dans les 65-70 ans, on a énormément de divorces aussi. Donc, comment ça se gère? La famille monoparentale, c'est un petit peu plus courant. Mais par contre, ils ne savent pas le gérer en termes de programme ni fonctionnel ni d'usage. Et puis, vous avez aussi le développement du travail à domicile qui exige de reconsidérer les lieux de vie en profondeur, puisque dans le travail à domicile, jusqu'à présent, on se débrouillait sur un coin de table parce que ça restait exceptionnel. Maintenant, ça devient de plus en plus courant puisqu'on crée son métier. On invente son métier à domicile, ou alors on va tout simplement pour des raisons environnementales moins se déplacer, donc avoir 2 jours ou 3 jours à domicile et 2 jours ou 3 jours sur le lieu de travail. Donc toutes ces évolutions sociétales-là, il faudrait leur porter aussi, et je pense que vous êtes très bien placés pour cela, parce que ces messages ne passent pas aujourd'hui, malheureusement encore suffisamment dans le milieu. On a néanmoins évolué, c'est-à-dire que la loi de 2005, ça y est, elle est intégrée, même si la majorité d'entre eux continuent à hurler, elle est intégrée. Maintenant, il faut donner de la méthode. En 97, sur mes premiers ouvrages, quand j'avais impulsé la chaîne de déplacement et que le ministère m'avait appelé pour les accompagner sur l'écriture des décrets, arrêtés et circulaires d'application de la loi de 2005, leur objectif, c'était justement d'y intégrer la chaîne de déplacement parce que ça créait ce lien qui manquait. On faisait un toilette, on faisait un ascenseur, mais entre les deux, il n'y avait pas de sujet. Donc, sur la chaîne de déplacement, ça y est, tout le monde est OK. Sur la chaîne de déplacement et de participation, c'est encore un flou artistique. Et maintenant, on en est au stade où, je rentre dans le deuxième champ, il est clairement urgent de leur apporter de la méthode. C'est-à-dire, au-delà des savoir-être dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, mais des savoir-faire en termes de méthode. À savoir que traiter du bâtiment, pour eux, c'est un permis de construire avec une délimitation stricto sensus. Malgré le fait que dans les arrêtés d'application, on ait intégré la chaîne de déplacement, ils ont un mal de chien à sortir de leur périmètre de construction et à faire le lien avec les transports de proximité. Ah oui, non, mais c'est pas chez moi, donc c'est le problème de la ville, c'est pas le mien. Non, mais le bout de trottoir, c'est quand même accessoirement devant chez toi et interpelle la ville si tu veux qu'elle fasse quelque chose. Donc ça aussi. Et puis, au-delà de ça, il y a surtout une approche globale, systémique et participative à mettre en place. Et alors ça c'est en dehors du métier. Ça, c'est quelque chose excessivement compliqué, alors que c'est très simple quand on le met en œuvre régulièrement. C'est typiquement pour avoir une vraie qualité de vie, que l'on soit en situation de handicap ou pas. Il faut une approche organisationnelle. Je me pose d'abord les questions d'usage et d'organisation et de fonctionnalité du lieu, les objectifs de résultats à atteindre, c'est un hôpital, c'est une bibliothèque, c'est un lieu de vie, etc. Ensuite, je me pose les questions humaines. Qui est concerné? Il y a plusieurs profils qui sont concernés, les visiteurs, les habitants, les occupants, mais aussi les soignants qui viennent, mais aussi la famille, mais aussi quid des bibliothécaires, quid des acteurs de la médiation si on est dans un musée, etc. Donc l'identification de l'humain et des rôles des humains en parallèle de l'organisationnel. Les actions à mettre en œuvre en termes de technologie, en sachant que la technologie n'est pas la réponse, mais est un complément de réponse, et ça, il va falloir arrêter de délirer là-dessus aussi, parce que c'est parti
en grand délire, ça va tout régler. C'est faux. C'est l'humain d'abord, et puis la technologie en complément. Et enfin, le bâti. Or, on est dans des professions où on traite du bâti, point. Sauf que de traiter du bâti, ça ne règle pas la question de l'accessibilité, ça ne règle pas la question de la qualité de vie, ça ne règle pas la question de la qualité d'usage. S'il nous manque un maillon de ces 4 grands domaines d'intervention, on n'est pas bon, parce qu'on a une rupture, on a à un moment donné une impossibilité d'atteindre notre objectif de résultat, notre objectif d'usage. Sans nier les singularités, ce matin j'ai entendu il faut marquer les singularités. Alors, moi je mettrais un bémol là-dessus, c'est pas les nier, c'est architecturalement parlant, c'est les englober dans du beau. C'est-à-dire que si on veut aussi que la société accueille et qu'on soit réellement une société inclusive, il faut qu'on ait traité tout le monde de la même manière, à égalité, sans dire et sans faire dire aux gens tiens c'est fait pour un aveugle, tiens c'est fait pour un vieux, tiens c'est fait pour un handicapé, parce que là je passe à côté. Je dois faire pour tous, je dois faire du beau parce que c'est le métier, parce qu'on a besoin du beau, parce que c'est vital, mais je dois surtout faire en sorte que quand j'en ai besoin, je trouve ce qui s'adresse à moi, que je sois âgé, handicapé, etc., etc., mais que tous ceux qui passent à côté se disent j'aime pas, mais disent pas c'est fait pour eux. Là, c'est de la vraie ségrégation. Et là, on a loupé notre loi de 2005. Et on a aussi loupé un peu notre loi de 2005. Et on est en train de louper notre loi vieillissement qui est sortie en décembre 2015 parce qu'on a encore cloisonné. On a fait une loi pour les vieux, on a fait une loi pour les pauvres, on a fait une loi pour les handicapés. Mais il faut qu'on décloisonne les sujets. Et c'est quand on abordera tout le monde à la même échelle d'égalité qu'on sera bon. Moi, j'ai eu sur mes chantiers, sincèrement, les erreurs de jeunesse, on les a tous faites. J'ai eu sur des chantiers où j'arrivais très fière de mes petits résultats avec mon petit dossier, que je présentais ça à la copro, avec tous les habitants de la cité, les aménagements qu'on avait fait pour les plus anciens, pour les personnes en situation de handicap, etc. etc. Puis j'ai un petit bout de bonne femme, toute discrète, qui n'a rien dit, qui à un moment donné se lève et me dit écoutez madame, excusez-moi, mais moi j'ai 3 enfants, je suis toute seule, et je finis les 5 derniers repas du mois avec des petits beurres et un verre de lait par enfant, et vous me demandez, à l'époque c'était en francs pour vous dire, et vous me demandez 5 francs en plus par mois pour participer aux frais de cet ascenseur et de cet élévateur que vous avez mis en place pour eux. Mais quelque part, on était en train de générer du rejet. Et ce jour-là, j'ai replié mon dossier, j'ai revu ma copie et plus jamais. C'est tout le monde ou c'est personne. Mais ce n'est pas que les handicapés ou que les vieux. Parce qu'on génère du rejet et pire, on génère de la haine, vraiment. C'était vraiment excessivement dur à vivre. Donc ça fait partie des erreurs qu'il ne faut plus faire et qu'il faut partager pour qu'elles ne se fassent plus. Notre job, c'est de limiter les souffrances, c'est de bâtir du lien social. Or, on n'est malheureusement pas encore suffisamment formé là-dessus. On doit aussi porter ces discours-là et accompagner ces métiers dans ces directions-là. Sur la santé, on a pour moi 2 grands chapitres santé. La santé directe à travers le classeur, ça a été ce que vous avez très bien porté. Alors attendez, parce que je me suis noté mon petit papier, parce que tous vos articles, pardon, je ne les connais pas. Donc c'est l'article 149, recommandation 28, le maillage territorial au niveau de la santé. Le maillage territorial au niveau de la santé, c'est directement ce qu'on a voulu faire avec la Fondation Malakoff-Médéric, en visant les centres de santé, les structures de soins, parce que c'est ce qui va au plus près des habitants. Parce que là, on n'est pas obligé d'aller aux urgences à l'hôpital qui est à 20, 30, 50 km de chez soi. Donc, aller vers les gens et cesser de demander aux gens d'être en capacité de venir à nous. C'est très important. C'est la même chose si je prends un autre gros chantier. Actuellement, j'ai une commune pour laquelle je travaille qui met en place un plan anti-solitude. Parce que quand j'ai commencé avec eux il y a 2 ans, typiquement, l'appel était le suivant, c'est la loi vieillissement est sortie, apprenez-nous à maintenir des personnes vieillissantes à domicile, donc apprenez-nous à faire des salles de bain adaptées. C'est un petit peu court. Donc déjà, les ouvrir, leur expliquer que le mot domicile, maintien à domicile, vous qui aimez le mot,
nous tue, parce que dans le mot maintien à domicile, tout le monde comprend le maintien à domicile, salle de bain, alors qu'on est sur du maintien sur son lieu de vie, dans son habitat, avec son voisin, avec son histoire, avec sa famille, avec ses racines. Et ça, il va falloir le corriger. Alors, je ne sais pas comment vous pouvez le corriger, mais corrigez-le vite, s'il vous plaît, parce que ça me tue absolument toutes les actions de terrain. Aujourd'hui, tout le monde, que ce soit en bailleur social ou en privé, tout le monde va sur du logement avec du maintien à domicile, en faisant une salle de bain adaptée, en mettant un ascenseur, et puis éventuellement en allégeant le poids de la porte d'entrée, mais ça, même pas encore vraiment. Donc, il y a de vrais sujets de fond sur des petites choses qui semblent être du détail, mais qui n'en sont absolument pas. Et sur cette notion de plan anti-solitude qui a émergé, c'est-à-dire que quand on est arrivé quand je les ai sortis de cet objectif de maintien à domicile et que je les ai amenés déjà à l'objectif de maintien sur leur lieu de vie, eh bien, très vite ils se sont aperçus, tout le monde s'est aperçu qu'on était en train de parler de tous et de tout le monde. Et que si on voulait traiter de la personne âgée, il fallait traiter de tout le monde, puisque la personne âgée est en interaction avec. Et que si on veut faire des économies d'échelle, si on veut de l'intelligence humaine partagée, si on veut dessiner le vivre ensemble de demain, qui effectivement n'existe pas encore parce qu'on n'a pas fait ces places, on n'a pas dessiné en termes de programme ces places à ces nouveaux usages, il fallait traiter de l'isolement, chapeau, qui génère de la sédentarité, mot de tous les mots, qui génère du mal vieillir, qui génère du mal-être, qui génère de la rupture sociale et qui nous coûte très cher dans tous les sens du terme, humainement, financièrement, etc. etc. Donc c'est vrai que d'aborder la thématique de l'humain et des programmes d'aménagement urbain et des programmes d'aménagement de bâtiments en passant par des halls de partage, des pieds d'immeubles de partage, où on va pouvoir effectivement retrouver ces lieux d'affichage, mais aussi ces lieux où on va retrouver ces deux sièges, où on va pouvoir s'asseoir. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui que le triangle, notre triangle minimum de déplacement, c'est appartement, boîte aux lettres, container de poubelle, boîte aux lettres, appartement, container. C'est là déjà qu'on a beaucoup de choses à faire pour réussir à les amener un tout petit peu plus loin, en pied d'immeuble. Et puis ensuite, on aura la prétention de pouvoir les inviter dans la bulle des 300 mètres. Puis ensuite, on se posera la question du fameux kilomètre entre les transports et l'habitat, le logement, la maison individuelle ou le bâtiment d'habitation collective. Et puis ensuite, on se posera la question du quartier et enfin, on se posera la question de la ville. Aujourd'hui, je n'entends parler que du quartier, au mieux, de la ville. Et alors, nouveau, on parle beaucoup du dernier kilomètre. Mais le dernier kilomètre, j'ai loupé tout le reste. J'ai loupé tout le reste. La personne qui n'est pas en capacité de sortir de chez elle, sa vie, c'est déjà ce qui se passe en regardant par la fenêtre, au pied de mon immeuble. Donc je dois déjà traiter ça. Et cette culture-là, on ne l'a pas encore, ou en tout cas pas suffisamment. On est toujours sur des grands plans en vol d'oiseau, ce qu'on appelle le plan masse. Il faut que ce soit très beau, il faut que ce soit très équilibré, il faut que tout soit aligné. Je m'en fous, moi en tant qu'humain, à l'échelle du piéton. Donc on a une grande chance, on est quand même dans la mode du piéton. On est dans la mode de la douche extra plate 120 par 90 parce que tout le monde l'a vu à la télé et veut la même que dans le loft. Donc on peut surfer sur ces modes qui nous ouvrent des portes et nous permettent d'avancer plus facilement sur ces thématiques-là. Mais typiquement, là, je vous parle d'évolutions de fond qui sont pour ces métiers-là des révolutions de fond. Je vous en prie. On peut applaudir Nadia. On voit que la figure de l'architecte, on a à la solliciter, à en comprendre toute la signification. À l'espace éthique, on a travaillé sur l'hospitalité dans les EHPAD et on s'est rendu compte que pour que le lieu soit hospitalier, aussi bien pour les professionnels, pour les familles, mais aussi pour les résidents, il faut que l'architecte ait une intelligence quelquefois en rupture avec la finalité immédiate que se sont fixés ceux qui ont conçu avec des normes, avec des critères qu'ils ont quelquefois à remettre en cause. Donc merci de cette parole. Merci aussi de cette sensibilité à des questions qui paraissent quelquefois superfétatoires, alors qu'elles sont au cœur du bien-être de vie, parce qu'on voit dans les établissements qui ont pris en compte cette dimension de l'esthétique, qu'ils sont au rendez-vous avec l'éthique. Et c'est ça qui est tout à fait important. Alors on aurait du temps, mais on vous invitera, nous, à l'espace éthique. On irait plus loin, on vous poserait des questions.